Bien, écoutez, je vous remercie d'être présent ce matin pour accompagner Régis Cochet, qui est ambassadeur de France au Afghanistan, et qui va venir nous parler ce matin de ses souvenirs de ce pays fabuleux, de ce pays de l'extrême Occident, un pays de montagne et de plaine. L'Afghanistan est en effet un pays de poussière et de vent, d'une étonnante beauté et d'une violence inouïe. Et notre invité, l'ambassadeur Cochet, en donne des nouvelles dans différentes publications qu'il vous présentera au cours de cet entretien. Il a assisté en effet au naufrage d'une civilisation, mais le thé vert qu'il offrait à ses amis et qu'il partageait avec eux a la couleur de l'espérance, celle de revoir un jour flotter au-dessus de Kaboul les cerfs-volants d'une liberté retrouvée. Régis Cochet a été diplomate pendant de nombreuses années et il a été subjugué par ce pays tout à fait étonnant, ce pays qui est pris en tenaille entre des voisins turbulents, ce pays étrange qui est un pays de poussière mais aussi un pays de paradoxe, un pays de beauté et de violence inouïe à la fois. Donc je voudrais d'abord lui poser la question de savoir quelles sont les émotions qu'il retire de son ambassade dans ce pays lointain. Bonjour, merci beaucoup d'être là ce matin pour partager effectivement ce voyage et ses émotions, parce que le mot convient bien, et aussi parce que nous sommes je crois le 10 août aujourd'hui. Souvenons-nous qu'il y a 3 ans, le 15 août 2021, les talibans revenaient au pouvoir en Afghanistan. Donc ça sera, je dirais, une triste commémoration dans quelques jours. Et le mot émotion convient bien parce qu'effectivement, c'est un pays que l'on aborde souvent avec émotion. Pour moi, l'émotion, en fait, elle a commencé avant, quand j'étais en poste au Pakistan. Dans les années 80, j'étais le numéro 2 de notre ambassade à Islamabad. Et je me souviens que au bout de 15 jours, un collègue m'a dit « Viens, on va aller à Peshawar ». Et donc, il m'a emmené à Peshawar. Et là, quand je suis arrivé dans cette ville Patan, donc Pashtun, si vous voulez, et que j'ai vu ces gens, j'ai eu effectivement un choc émotionnel, un peu esthétique, un peu quelque part naïf, qui ensuite, naturellement, s'est construit avec la politique, la diplomatie, la littérature. Mais je dirais qu'il y a ça, et je voudrais citer aussi Nicolas Bouvier, qui est quand même le grand écrivain du voyage, genevois, et qui raconte, quand on arrive à Kaboul, la phrase est magnifique, vous la retrouverez facilement, il dit « Le voyageur pense être au bout du monde, en fait, il en est au centre ». Je crois qu'il y a aussi cette centralité, et qui est une centralité à la fois émotionnelle et géopolitique, qui a joué. Quoi qu'il en soit, ce pays me colle au basque maintenant, mais je pense que c'est pour la bonne cause, si je puis dire. Et c'est vrai que Michel a raison, le mot d'émotion convient. C'est pas un mot très diplomatique, hein, et je voudrais dire que j'ai plutôt tendance à me faire taper sur les doigts par Paris quand j'évoquais un petit peu tout ce choc émotionnel que l'on ressent, et qu'il est nécessaire en même temps d'intégrer dans la vision que nous avons sur ce pays. Ce qui est très attachant dans ce pays, où les différents visiteurs sont aimantés par à la fois la beauté du site et la richesse des habitants, et notamment des femmes, c'est cette impression de voir une culture bafouée. Alors il y a d'abord ce souvenir effectivement qu'on est à un carrefour du monde. C'est quelque chose qui ne va pas forcément de soi d'imaginer que c'est un carrefour millénaire. Un carrefour. C'est là où il y a cette grande répartition aussi entre naturellement l'Inde et donc
Et puis c'est là, quand on parle d'extrême Occident, c'est Alexandre. C'est l'extrémité, je dirais, du tour d'Alexandre qui ensuite va descendre et rentrer. Donc c'est cette extrémité-là qui est intéressante. C'est les pèlerinages des moines bouddhistes. C'est tout un ensemble de choses qui font effectivement de ce pays un carrefour, qui s'impose quelque part un petit peu à lui, et aujourd'hui qui est effectivement cette notion d'un pays qui est entouré, c'est l'œil. Sophie Macario, qui dirigeait le musée Guimet, dont j'ai fait un entretien avec elle, me disait c'est l'œil noir qui attire tous les tourments du monde. Et il y a ça qui est très important. Et puis il y a cette géographie également propre à l'Afghanistan, une géographie de montagnes, de vallées, et en même temps des vallées qui communiquent entre elles. Donc j'en parle ici, bien sûr, tout ça pour vous parle très fortement, c'est pour expliquer c'est un pays à la fois d'une extrême diversité et en même temps, curieusement, d'une très grande unité, si l'on peut dire. Et c'est tout cela qui forge ce pays, ces gens, leur résilience, dans une sorte de beauté inatteignable, comme a dit l'un des grands philosophes contemporains. Voilà, c'est un petit peu tout ça. C'est un objet diplomatique plus ou moins identifié, mais je pense que c'est important de partager ce regard, et c'est une population qui, en tous les cas, le mérite. Vous parlez aussi dans vos ouvrages, que je rappelle ici, Afghanistan des cerfs-volants dans la nuit, l'Afghanistan en partage, l'été vert de l'ambassadeur, et à Kaboul rêvait mon père, André Malraux en Afghanistan. Dans tous ces ouvrages publiés aux éditions Nevikata, vous parlez d'un patrimoine saccagé et d'une histoire qui a été bouleversée sous les coups d'oppresseurs impatients de faire couler le sang sur les pierres. C'était une constante dans l'évolution dans l'histoire de ce pays. J'ai évoqué le carrefour. Le carrefour, bien sûr, c'est aussi un carrefour de religion. Et il va y avoir naturellement autour de tout cela ce que l'on peut imaginer. Et quand on fait quelque chose à une pierre, on le fait aussi aux images, comme ils disent, on le fait aussi aux hommes. Alors, oui, c'est un pays de patrimoine en souffrance. Il se trouve que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Si vous voulez, la France a été appelée, il y a un siècle, par le roi Amanullah pour justement s'occuper du patrimoine et de l'éducation. Et le roi s'est tourné vers la France, et donc Alfred Fouché est arrivé là-bas en 1922 pour organiser à la fois un système éducatif moderne et également une protection du patrimoine. Ce qui a fait dire, si vous voulez, cette phrase qui pour moi, quand le général de Gaulle a reçu le roi Zahir Shah en 1965 pour une visite officielle, le soir à l'Élysée, la phrase somptueuse, il a dit « Bien entendu, c'est par la culture que le mouvement a commencé, car tout procède de l'esprit. » Quand il dit ça, il montre que la culture a précédé la diplomatie dans la relation entre la France et l'Afghanistan. Et pour moi, c'est une motivation très forte et dont nous sommes aujourd'hui toujours porteurs. Et je pense que c'est un regard aussi qui est porté sur les relations internationales qui m'intéresse, qui me plaît et que j'ai voulu rendre ardent tout au long de ma carrière diplomatique, y compris dans les postes qui ont précédé Kaboul. Bien entendu, c'est par la culture que le mouvement a commencé, car tout procède de l'esprit. Et les relations de l'Afghanistan avec la France sont anciennes et remontent au début du XXe siècle, avec notamment des échanges avec des écrivains dont vous dites qu'ils étaient souvent des écrivains exaltés ou des poètes subjugués ou des aventurières éblouies
par la beauté du site. En tout cas, vous citez beaucoup Joseph Aquin, qui est un historien d'art et qui ensuite a été un Français libre et qui a beaucoup œuvré pour ces relations culturelles entre la France et l'Afghanistan. Alors, ça c'est une histoire extraordinaire parce que quand je suis arrivé là-bas, j'avais déjà, depuis le Pakistan, j'arrive là-bas, c'est 2005, donc nos forces sont engagées en Afghanistan depuis les suites du 11 septembre, et j'ai comme le sentiment qu'il y a comme un chaînon. Si vous voulez, on est dans un temps immédiat, qui est celui d'une riposte, en quelque sorte, à une action terroriste, mais en même temps, il y a d'autres temporalités. La temporalité des sociétés, le temps long, et je me dis, il manque quelque chose, ne serait-ce que pour faire sens à notre présence et à celle. J'ai eu à 2 reprises des mandats de chasseurs alpins, d'ailleurs, 13e, 27e BCA, et je me suis dit, il faut qu'on arrive à retrouver ce sens du temps long, et à ce moment-là, à l'ambassade, je me suis lancé dans un exercice un peu fou qui était de faire un livre, un recueil de textes qui s'appelait « Des auteurs et des lieux », un recueil de textes sur l'Afghanistan, écrits par des écrivains francophones. Et donc j'ai commencé aussi à moi-même à m'investir un petit peu dans tout cela, et j'ai vu Malraux, André Malraux, Clara Malraux, qui, en 1930, vont en Afghanistan. Et il en parle dans un livre que je vous invite à lire, qui s'appelle « Les noyés de l'Altenbourg », qui est un livre extraordinairement visionnaire, dont une partie se passe en Ukraine et une partie se passe en Afghanistan. Je n'invente rien. Et vous allez voir des choses absolument troublantes, extraordinaires. Et ce Malraux en Afghanistan, c'était un peu du côté des biographes de Malraux, l'Afghanistan, ça avait été traité un peu comme ça. Et moi, je me dis, mais c'est curieux, il y a un lézard, comme on dit, et il faut chercher. Et j'ai commencé à travailler sur Malraux et l'Afghanistan. C'est une histoire, et donc j'en ai fait un livre. J'ai pris le titre, qui est un titre de Malraux, une phrase de Malraux lui-même, « À Kaboul rêvait mon père », que l'on retrouve également dans les anti-mémoires. Le mot important, bien sûr, c'est celui de rêve. Alors, pour dire un mot sur Joseph Aquin, l'un des premiers compagnons de la libération, qui va mourir au début de la guerre en partant en mission pour la France libre. Son bateau va être torpillé, et lui et Ria, sa femme, tous deux vont être faits compagnons de la libération à titre posthume. Il se trouve que dans les années 20, Malraux rencontre Joseph Aquin à Guimet, au musée Guimet. On a affaire à deux, ni l'un ni l'autre ne sont encore allés en Orient. Et ce sont des pur sang qui sont pleins d'Orient, pleins d'envie, pleins de connaissances, pleins d'écriture, mais qui n'ont pas encore, et ils parlent entre eux. Aquin dit, mais vous savez, il y a des choses probablement intéressantes à aller voir. Je sens que vous avez envie, en fait, de faire de l'archéologie et de vous dépenser physiquement. Pourquoi ne vous iriez pas voir les temples de Bante Asrei dans la jungle autour d'Angkor? Et c'est là où Malraux va aller, c'est l'histoire des fameuses statues découpées, c'est l'histoire du fameux procès. Et en 1930, et alors ensuite, en 1930, quand Malraux va en Afghanistan, le chargé d'affaires lui dit « Vous savez, il y a un archéologue très intéressant qui est à Bamiyan en ce moment, qui s'appelle Joseph Aquin. » Et à ce moment-là, Malraux va avoir naturellement, et Aquin attend Malraux. Il dit « J'aurais voulu avoir une explication avec lui. » Et Malraux va refuser l'obstacle, comme on dit. Et c'est très intéressant de voir cet aspect un peu
qui va quelque part entacher la vision de l'Afghanistan d'André Malraux, qui en même temps est un fou de l'art gréco-bouddhique, qui va l'accompagner jusqu'à, si vous voulez, à Verrières-le-Buisson, où il va finir sa vie, il est entouré de statues gréco-bouddhiques. Et donc vous avez chez Malraux cet aspect qui est très intéressant, à la fois une passion pour l'Afghanistan, un imaginaire trop puissant qui va faire que quand il arrive à Kaboul, il est dérouté. Il dit Kaboul, mais c'est moche. Et il va avoir des mots très durs que l'on retrouve dans les noyers d'Altenbourg. Et je trouve que c'est absolument passionnant. Et j'ai été très heureux. Et aujourd'hui, je suis content parce que la Malrussie, en quelque sorte, m'a adoubé. Et donc, ce travail est utile également pour la compréhension d'André Malraux, pour la compréhension de l'Afghanistan. Malraux étant un passeur d'Afghanistan. Vous avez sans doute vu les photos de Roland et Sabrina Michaud, qui sont les grandes photos magnifiques sur l'Afghanistan, avec ce livre Caravane de Tartarie. Si vous ouvrez ce livre, vous verrez la dédicace est faite à André Malraux, et une phrase d'André Malraux sur les chameaux perdus dans les Pamirs, et qui vont être ce vers quoi Roland et Sabrina Michaud vont courir toute leur vie. Et je trouve que Malraux et l'Afghanistan, c'est une histoire d'occasion manquée. En 1965, quand le roi vient en France, Malraux, souvenez-vous, est dépressif. Il part faire un voyage sur un bateau qui va donner l'écriture des antimémoires. Et donc, il ne pourra jamais, en quelque sorte, vider ce nœud afghan qui l'emportera dans sa tombe. Oui, cela se passait peut-être à une époque où Malraux était sous le choc du décès brutal de ses enfants. Bien sûr, Malraux est entouré. Si vous voulez, quand il rentre d'Afghanistan en 1930, à l'automne, son père se suicide. Moi, j'ai été très frappé de voir effectivement combien tout ça effectivement est entouré. Malraux et oui, il y a j'essaie de ses deux fils. Voilà, et il y a un petit peu, on voit autour de l'Afghanistan, qui est un pays, il en parle dans Les Noyers de l'Altenbourg, il met en scène son père, à telle enseigne que j'ai été faire notre ambassadeur à Ankara m'avait demandé d'aller faire une conférence à Istanbul pour présenter mes livres. Et donc à Kaboul, rêvait mon père, il y avait, certaines personnes avaient pris ça presque au premier degré, et il a fallu que j'explique, parce que c'est assez passionnant, de voir comment Malraux a fait une construction romanesque dans laquelle on voit, il met aussi quelque part une part de ses propres cheminements, de ses propres envies, de ses propres passions, et en même temps de ses propres souffrances. Quand vous verrez, il y a des phrases où il parle de l'Afghanistan comme un pays qui n'existe pas. Il dit des choses, il dit, le roi n'avait de l'autorité que sur 50 km. Ce que les journalistes vont dire pour Karzai, ils vont dire à Ahmed Karzai, ah, mais c'est le maire de Kaboul. Mais Malraux avait dit la même chose, si vous voulez, auparavant. Et je trouve qu'aujourd'hui, pour moi, quand je relis tout ça, je le ressens comme un cri, comme un appel aussi. Et Malraux nous demande aussi de nous intéresser à ce pays. Il a cette phrase qui est magnifique dans les antimémoires, quand il parle de l'Afghanistan et du Yémen. Il dit « Ces terres légendaires appellent les farfelus ». Et moi, une fois, j'ai fait une conférence, et puis j'ai dit « Vous voyez, vous êtes des farfelus.
Et à ce moment, à la fin, il y a un Afghan qui me voit, on dit, monsieur l'ambassadeur, quand même. Et il a fallu que je lui explique, mais c'est un mot chez Malraux qui est un mot extraordinairement positif. C'est un papillon qui tourne autour de la beauté et de la mort. C'est un farfelu. Et je trouve que ces terres légendaires appellent les farfelus. Des terres éblouissantes dont vous pouvez voir quelques vues là, qui sont passées en boucle et qui sont dues à Louis Meunier, qui est un journaliste et qui est lui aussi un amateur, un connaisseur de ce pays qui partage avec Malraux, Kessel et quelques autres la passion d'Orient. Oui, parce que donc Louis est un ami, on était ensemble, il est à Genève, et il s'est passionné pour ce pays. Il était même chapandaz, je l'ai vu participer à des bouskachis, et il a fait des photos absolument magnifiques. Il a écrit des livres, notamment sur le cheval en Afghanistan. Et là, très gentiment, je lui ai dit, écoute, oui, je voudrais... C'est lui qui a conçu tout ça. Et à la fin, nous avons rajouté des photos de Afran, qui est l'association à laquelle j'appartiens, qui se bat pour promouvoir l'éducation en Afghanistan et qui publie la revue Les Nouvelles d'Afghanistan, une revue qui a 40 ans et dans laquelle j'ai une rubrique qui s'appelle Un thé vert avec, une pâle copie de Un apéro avec du monde. Mais, Michel, pour revenir effectivement au point que vous avez soulevé, qui est très important, qui est un petit peu l'Afghanistan construction littéraire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est assez fascinant, troublant, on a évoqué Malraux, mais il y en a d'autres, bien sûr. Ce pays, quelque part, a attiré les écrivains voyageurs. On pense à Nicolas Bouvier, bien sûr, on pense au trio suisse de luxe que Nicolas Bouvier, Anne-Marie Schwarzenbach et Ella Maillard. Trois regards, un regard helvétique sur l'Afghanistan, qui pour moi est absolument magistral et qui se poursuit avec d'autres. Je pense notamment à Pierre et Micheline sans livre, qui ont été les premiers lecteurs de mon livre sur Malraux. Mais il y a aussi Kessel, Joseph Kessel, qui va écrire son chef-d'œuvre, peut-être, employant le mot, Les Cavaliers. En tous les cas, le livre dans lequel il va mettre le plus de soin à l'écriture. Quand il arrive en Afghanistan en 1956, pour tourner un film qui s'appelle La Passe du Diable. Et si vous regardez, vous avez là la fine fleur, Raoul Coutard à la photographie, le jeune Perrin, Schoenderfer à l'image, vous avez Beauregard à la production. La veille du départ, Kessel les emmène dans une boîte de nuit russe à Paris. Ils arrivent, ils sont ivre-morts pour monter dans l'avion. Ils arrivent à Kaboul et Kessel est émerveillé, mais en posant le pied sur le sol afghan. Ils vont à l'ambassade, l'ambassadeur leur dit « Je suis désolé, je ne peux pas vous loger, j'ai déjà deux couples, etc. » Donc ils vont errer, finalement ils vont à ce qu'on appelle le club français, où ils vont rencontrer quelqu'un qui est un personnage extraordinaire. Dans le recueil, Tous n'étaient pas des anges, c'est la nouvelle qui s'appelle Le Zombie. Et le zombie se donnera la mort, il est enterré dans le petit cimetière pour étrangers de Kaboul, qui est un des lieux qui m'a le plus et qui continue à... Nous avons également donc une douzaine de compatriotes qui sont enterrés là. C'est un endroit très très extraordinaire. Et Kessel va se trouver en Afghanistan et il va avoir des sensations mais extrêmes, retrouvant en quelque sorte des moments de sa jeunesse, et il va tourner ce film qui est La Passe du Diable, qui va servir de trame au livre Les Cavaliers. Et Les Cavaliers, il va vouloir mettre un soin terrible à l'écriture. Il va mettre des années à écrire Les Cavaliers.
Les Cavaliers sortent en 67. C'est l'année de la sortie des anti-mémoires de Malraux. 67. Et effectivement, et puis il va faire un livre qui est un peu une sorte de making-of qui s'appelle Le Jeu du Roi, où il raconte un petit peu comment ce voyage s'organise. Et je trouve que c'est très beau et de voir effectivement. Et nous avons, pour beaucoup d'entre nous, nous avons connu l'Afghanistan par les Cavaliers. Soit le livre, soit le film avec Omar Sharif, John Frankenheimer. Et je trouve que pour moi, l'Afghanistan, c'est un pays, pour nous en tous les cas, je dirais francophone, parce que ça vaut pour la Belgique, la Suisse, Aka était luxembourgeois. Le livre est probablement le médium qu'il y a dans notre perception de l'Afghanistan. Le deuxième, auquel je suis très attaché, c'est les humanitaires, les French Doctors, que j'ai connus déjà quand j'étais au Pakistan, dans les années donc, du temps de l'invasion soviétique. Et pour moi, la relation bilatérale, la relation franco-afghane, elle est nourrie par l'écriture et par l'humanitaire. Alors bon, au Quai d'Orsay, on prend un peu, mais j'y tiens. Et je pense que nous devons être fiers que cette relation, effectivement, soit nourrie par ces deux vecteurs qui, quelque part, sont propres à la relation avec ce pays. Nous ne trouvons pas ça avec les Américains et d'autres. Et ça nous donne ce qui a tant manqué dans l'intervention de la communauté internationale, cette prise en compte de facteurs culturels, d'une complexité de ce pays et de vouloir effectivement en tenir compte dans notre action. Oui, il est évident que à la fois la culture et l'humanitaire sont fondateurs de relations très, très fortes, avec, pour les humanitaires, ce rêve de paix et d'idéal peut-être, sur un fil tendu entre la vie et la mort. Et puis, en ce qui concerne la culture, cette passion d'Orient qui est partagée par les créateurs et par les témoins s'exprime différemment selon que l'on est romancier. C'est le propre de Malraux, hein, de redéfinir sa relation avec ce peuple, avec ce pays. C'est différent aussi pour les poètes, comme André Velter, que l'on a reçu ici il y a plusieurs années, et qui est ébloui par la beauté et les contrastes de ce pays en crise permanente et en recherche permanente aussi de son passé glorieux. Et puis les témoins, les grands témoins comme Olivier Weber, qui nous en avait parlé il y a quelques années, ou par Vincent Minguet, qui était un officier du 27e BCA et qui était en poste ici et qui avait été l'un des personnages du livre de Sylvain Tesson, Haute Tension, hein, qui montre bien que être en poste en Afghanistan, ça laisse des traces. Je veux dire, ça ne laisse pas indifférent, en tout cas. Et donc, c'est vraiment très étonnant de voir cette vision à la fois partagée et différente de ces différents témoins qui ont approché à la fois ce pays, sa beauté, sa géographie, très bizarre, et puis aussi ces populations qui sont des populations d'une extrême richesse, mais qui ont été martyrisées pour des raisons politiques dont vous nous parlerez peut-être. Et nous avons aussi nous sommes tous, je dirais, une famille. André Velter est un ami et j'ai effectivement... André Velter est celui qui a également permis de faire connaître une œuvre d'un poète philosophe afghan qui est absolument l'un des plus grands et qui était un ami que j'allais voir très fréquemment à Peshawar, qui s'appelle Baudin Majroum, et que son livre majeur a été publié, réédité en libretto, donc il s'appelle Le Voyageur de minuit, enfin c'est Égomont, ce Voyageur de minuit. Je vous invite à le lire, et donc et André Velter a travaillé avec lui pour cela, et également pour faire connaître ce que l'on appelle les landai, c'est-à-dire ces petits poèmes pashtuns, des femmes pashtuns,
qui sont comme des haïkus et qui sont des cris, si vous voulez, d'une extraordinaire, d'une sensualité absolument extraordinaire. Et Baudin, via sa sœur notamment, rassemblait un petit peu cela, essayait de les traduire, et ça a été publié grâce à André Welter. Et je veux dire effectivement l'importance de la poésie. Pour les Afghans, c'est l'espace de liberté, si vous voulez, qui est dans lequel il y aura toujours, c'est vrai pour les Iraniens aussi, cet espace de liberté que représente la poésie. Et en Afghanistan, dans une fête, quelle qu'elle soit, une fête de famille, un groupement, on commence la poésie. On peut même, il y a des jeux qui, on commence un vers, ils ont en tête de très grands poètes sont passés par ce pays, et la place de la poésie est absolument essentielle. Et vous avez un autre livre que je vous recommande, qui est une anthologie de la poésie des femmes afghanes. Parce que je crois que nous devons vraiment, aujourd'hui aussi, penser et à fait qu'effectivement, depuis le 15 août 2021, j'ai écrit l'éditorial du dernier numéro des Nouvelles d'Afghanistan, et le titre, je l'ai donné, donc, 1001 jours, 1001 nuits, bientôt 3 ans, 1001 jours de claustration, 1001 nuits de faim, puisque, voilà, et donc, cette claustration des femmes afghanes dans un petit texte, tout ce qui est fait aujourd'hui autour pour réduire l'espace de liberté, pour réduire la place qu'elles occupent dans la vie professionnelle aussi, qu'elles occupaient, ce qu'a représenté la décennie pendant laquelle ce pays s'était forcé d'ouvrir ses fenêtres. Et tout cela est aujourd'hui voilà, combattu pour des raisons absurdes. Si vous prenez la dernière résolution de l'organisation de la conférence islamique qui s'est tenue à Banjul il y a quelques mois, il y a une phrase qui dit, qui demande aux Afghans de lever toutes ces restrictions. Donc pour l'organisation de la conférence islamique, cela n'a rien à voir avec la religion. Et pour le moment, ils sont là pour des raisons dont on pourra parler, mais qui font qu'il y a cette souffrance. Et dans un petit texte que j'ai écrit, que vous pourrez, si vous le souhaitez, prendre comme ça, j'ai aussi, parce que je me suis un peu entraîné, quoi, à évoquer la montagne, et il y a aussi la montagne, les femmes et la montagne. Et je trouve que, enfin, je vais le retrouver, ou je ne le retrouverai pas, c'est pas grave, mais il y a, dans la poésie des femmes afghanes, vous avez à la fois la vision de la montagne comme un espace lointain de pureté et de liberté, ou au contraire comme une muraille. Une muraille qui est celle à laquelle, en quelque sorte, elles sont déjà opposées à travers. Et un ami qui est Jean-Pierre Perrin, qui est un très grand journaliste, amoureux fou de l'Afghanistan, reporter de guerre, il m'a dit, tu sais, et il l'a écrit, pour les femmes, la montagne, c'est la souffrance de leurs pieds. C'est-à-dire qu'elles à travers la burqa, elles ne peuvent pas avoir cette vision que nous avons de la montagne dans son immensité en quelque sorte. Mais en fait, c'est associé à la souffrance de marcher dans des chemins de montagne avec cet espace de vue qui est... Et je trouve que c'est très beau, et en tous les cas, aujourd'hui, il est important de maintenir cette solidarité, cette proximité, et comme, merci Michel, vous permettez de le faire aujourd'hui, parce que je pense que c'est ce dont aussi les femmes afghanes ont besoin. La grande différence entre 1996, qui est le premier pouvoir des talibans, et aujourd'hui, c'est d'une part le nombre, la démographie, et d'autre part l'accès aux nouvelles technologies. Et donc, ce que nous faisons
ce que nous disons, ce que vous pouvez faire pour accompagner leurs besoins, leur envie d'éducation. Tout cela, nous pouvons le faire grâce aussi aux nouvelles technologies. Et ce qui est rassurant, c'est de voir que des créateurs, des poètes comme André Velter ont mis la montagne en crise en poésie. En poésie, une façon de ne pas oublier la violence sous laquelle germe malgré tout, et grâce à eux, un espoir de retrouver la paix et de marcher sur les traces du passé glorieux de ce pays. Et dans ce pays détruit, dans ce pays de cendres, toutes les velléités d'ouverture ont été balayées par l'ostracisme d'une religion qui opprime le peuple, et notamment les femmes. Et ça a été l'un des contrastes aussi de l'histoire et des paradoxes de l'histoire de ce pays, qui est passé des pays où il était ouvert, où les femmes avaient toute leur place, et alors dans un pays où vraiment elles sont bâillonnées. Oui, mais je dirais que c'est plus compliqué que ça, parce que c'est aussi un pays de soufisme. Donc je crois qu'on ne peut pas non plus faire de la religion, voilà, ils sont extrêmement, profondément attachés à leur religion, qui est donc une partie, ce sont des sunnites, une partie, les Hazaras des montagnes centrales sont chiites, une dimension, la poésie, le mysticisme. Baudin Majrour, que j'ai évoqué, a écrit un livre qui s'appelle Rire avec Dieu. C'est-à-dire que le rire, pour lui, est quelque chose d'absolument essentiel. Et chez les soufis, vous avez cette place du rire dans la pensée, dans la structuration. Je crois que, oui, c'est un pays qui a toute une série de choses qui peuvent nous apparaître un peu contradictoires, la fierté, les codes d'honneur, tout cela, effectivement, qui, aujourd'hui, qui peut être ce fond de violence qui existe, qui a toujours existé, ce royaume des insolents, comme l'on dit, en même temps un attachement presque viscéral à leur liberté. Et quand on m'a demandé d'écrire ce petit livre, qui est une collection qui s'appelle L'âme des peuples. Alors imaginez, l'âme du peuple afghan, c'est presque une gageure de vouloir rentrer là-dedans, mais j'ai pris un plaisir fou à écrire ce livre, à essayer effectivement de rentrer dans ce que peut être des clés de compréhension de cette population. Et de le faire à la fin avec 3 entretiens un peu longs, avec à la fois un ami qui était un diplomate belge, qui nous permet de mieux comprendre ce contexte géopolitique, une femme qui est une universitaire afghane, qui est réfugiée en France maintenant, et qui parle de la place des femmes dans la société afghane. C'est une sorte d'hommage à sa mère, c'est très beau, ça donne beaucoup de clés aussi pour mieux comprendre les choses. Et enfin, le troisième, on a fait en visioconférence avec un ami journaliste afghan qui est en Afghanistan, et justement sur la place des talibans, parce qu'aujourd'hui, nous sommes les uns et les autres confrontés à c'est vrai pour les membres des associations, des ONG, comme c'est vrai pour la diplomatie. Qu'est-ce que l'on fait maintenant par rapport à ce régime? À la fin du mois d'août 2021, le Conseil de sécurité a tracé des lignes, qui sont des lignes par lesquelles passe la reconnaissance du régime ou pas. Ces lignes, c'est l'abandon du terrorisme, c'est les femmes, les droits humains. Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont là et ils contrôlent tout le pays. Ça fait 3 ans maintenant, et c'est vrai que c'est difficile ils permettent l'accès à une aide humanitaire,
mais c'est difficile d'aller très au-delà sans qu'il y ait quelque part une forme de dialogue politique. Pour le moment, elle a lieu à Doha, essentiellement au Qatar, où les talibans avaient déjà ouvert quelque chose qui était une sorte de représentation. Mais voilà, aujourd'hui, l'ONU et nous sommes confrontés à cela, à ce choix extrêmement difficile pour une ONG comme la mienne, Afran. Qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que l'on peut aller plus loin sans perdre nos valeurs? Voilà, et je crois qu'aujourd'hui, à la fois la population afghane appelle, recherche une présence étrangère dans ce pays, pour garder en quelque sorte une fenêtre d'ouverture, et en même temps, pour nous, pour les diplomaties occidentales, comment est-ce que l'on peut faire cela alors que vous avez un régime qui est en train de relancer les châtiments corporels, est en train de ne pas faire bouger les lignes sur la place des femmes ou la non-place des femmes dans la société. Et ça, c'est un débat très difficile qu'aujourd'hui nous portons les uns et les autres. C'est aussi un petit peu ce que j'écris d'ailleurs aussi dans l'éditorial, parce que j'essaie de... Vous voyez, mille et un jours que la situation régionale et internationale se dégrade, l'Afghanistan reste impliqué dans les guerres des autres, ça c'est un des gros problèmes, de l'Ukraine au Proche-Orient, alors que l'État islamique au Khorasan, c'est-à-dire ceux qui ont fait l'attentat notamment à Moscou, frappe de Bamiyan à Moscou et que réapparaît le spectre de l'État terroriste. Aussi, à la veille du 3e forum de Doha, le régime essaye de pousser les feux pour rompre son isolement et être d'une façon ou d'une autre reconnu. Mais qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce que l'on doit faire? C'est en tout cas un sujet qu'il est important d'avoir à l'esprit. En tout cas, ce que vous faites très bien, c'est de rendre hommage aux combattants de la liberté, qu'ils agissent sur le terrain ou qu'ils soient en exil, que ce soit le commandant Massoud ou Atik Raimi, qui a beaucoup écrit. Atik Raimi, il a eu le prix Goncourt il y a une quinzaine d'années. Il est en exil à Paris, il écrit en français, il est parfaitement francophone et c'est vraiment un écrivain qui refuse la soumission et qui, de texte en texte, montre son attachement profond à son pays natal. Oui, alors c'est une histoire extraordinaire parce qu'il se trouve que dans les années 80, un jour, il y a un chef d'un parti de la résistance afghane qui m'appelle, qui me dit « Écoutez, venez, je voudrais vous demander un service, etc. » Je vais chez lui et je vois arriver un jeune homme et une jeune femme et je suis frappé par ce regard. Quoi qu'il en soit, on se débrouille, on s'organise pour qu'ils puissent partir pour demander le statut de réfugié en France. Ils fuyaient l'invasion soviétique. Et puis voilà, et puis quelques années plus tard, à la librairie rue des Écoles à Paris, une signature de son premier livre qui s'appelait Terre et Cendre. Et vous savez, Atik fait des dédicaces absolument magnifiques. C'est un calligraphe aussi. Et puis il faisait ça, puis il lève la tête, et puis on se retrouve et on s'étreint, si vous voulez, et on se voit assez régulièrement. Et en 2008, effectivement, Atik obtient le prix Goncourt. Et moi, je suis... 2008, c'est aussi l'année de l'assassinat de Baudin Majour. Moi, je suis à ce moment-là à Paris, et je rentre d'Afghanistan. Quand je pars à la retraite, le jour de mes 65 ans, je rentre à la Cour nationale du droit d'asile comme assesseur, au titre du Conseil d'État. Et donc, je vais, pendant 10 ans, jusqu'à mes 75 ans, je vais siéger à la Cour
Atik, depuis, a écrit un livre qui s'appelle La balade du Kalam, qui est le réfugié qui doit réapprendre à écrire, en quelque sorte. Il raconte cette scène, ce qu'il a traversé en hiver, quand le passeur lui dit « Retourne-toi et regarde une dernière fois ton pays ». C'est la neige, et devant lui, il y a la page blanche de l'écrivain. Et il parle d'un passé qui finalement n'est pas terminé et d'un présent insaisissable. Et je crois que tout ce qui entoure effectivement la migration afghane, dans ce livre, c'est un recueil de textes que j'ai écrits sur différentes facettes de notre relation, de notre amitié avec l'Afghanistan. Jules Verne, par exemple, quand on sait que Jules Verne a été, le roi a voulu que Jules Verne soit traduit en dari et en pachtou pour que ce soit lu par les gens, pour qu'ils apprennent la modernité, la relation, les lévriers afghans. Il y a tout il y a des choses absolument extraordinaires. Et il y a notamment quelque chose qui a été écrit par un journaliste. C'est une rencontre que j'ai eue avec un journaliste qui a mis en place, du temps de la présence française militaire, la Légion étrangère avait mis en place une radio. Cette radio est une aventure absolument extraordinaire. Il en a fait un livre qui s'appelle Radio sur Roby. Et l'intelligence avec laquelle cette radio était menée, il s'agissait de dénouer des nœuds, enfin par la poésie. Mais c'est là où je veux en venir, c'est que ce garçon, depuis, est dans les vallées du sud de la France, les vallées qui sont derrière Nice, qui sont des lieux de passage de la migration. Et aujourd'hui, la question des réfugiés afghans en France est un sujet sur lequel, bien sûr, nous devons aussi réfléchir, accompagner aussi tout cela. Ils sont un nombre assez important. Les femmes afghanes ont été reconnues par la CNDA il y a quelques semaines comme un groupe social, c'est-à-dire un groupe social à protéger parce qu'elles sont femmes afghanes. Voilà, donc il y a aussi tout cela qui est une dimension qui pour moi est importante, qui n'est pas forcément facile, mais je suis amené à intervenir quand on me demande de le faire dans des municipalités et autres pour expliquer, parler, accompagner cette présence aujourd'hui qui devient aussi une présence du quotidien de nos villes et de nos campagnes. Oui, c'est un devoir d'humanité vis-à-vis de martyrs. Un devoir, en tous les cas, si vous voulez, cette question des réfugiés, on ne peut pas Atik Raimi, dans les années 80, nous avons accueilli effectivement des jeunes qui ne voulaient pas être pris par le service militaire des soviétiques, et donc qui fuyaient. Nous avons donc donné des visas aux élèves des lycées francophones, du lycée Istiklal. Istiklal pour les garçons, Malalai pour les filles, mais ça concernait les garçons. Et donc, moi, je les recevais à Islamabad, je m'en occupais pour m'assurer que c'était bien des élèves du lycée Istiklal. Et ensuite, nous leur avons donné des visas. Certains sont partis jeunes, et ils sont partis envoyés dans toute la France. C'était ça un petit peu ce pari, et ce sont des gens courageux, durs, et qui depuis, donc ceux-là, c'est maintenant une deuxième génération. Et puis il y a ceux, effectivement, qui fuient l'oppression des talibans, garçons ou filles, et voilà, et aujourd'hui qui forment une communauté non négligeable en termes numériques de réfugiés afghans en France. Plus, il y a ceux également qui accompagnaient en quelque sorte la présence militaire et que nous avons reçus autour de l'été 2021 avec leurs familles pour de crainte qu'ils échappent à d'éventuelles représailles pour leur action de traducteur, leur action. Mon maître d'hôtel, moi je suis en Normandie, il n'est pas très loin
de là où je suis, nous voyons comme ça. C'est une autre réalité. C'est une facette de la relation franco-afghane. La population afghane ayant une tradition de déplacement, de migration. Il y a un livre qui s'appelle Homo itinérans et qui raconte finalement cette migration afghane. Dites-vous que les chameaux que l'on trouve en Australie, c'est des Afghans qui pilotaient un petit peu tout ça. Donc vous avez dans le monde entier des communautés comme ça. Et en tous les cas, il est important de... On ne peut pas évoquer notre relation à ce pays sans aussi aborder cette facette. Cette facette, cette volonté aussi de voyager, c'est la caravane qui est peut-être aussi l'un des emblèmes de ce pays. Mais je pense qu'on pourrait évoquer aussi la figure du chef charismatique qui a été le commandant Massoud. Alors, oui, non, mais moi, la vallée du Panjshir, donc j'ai pratiqué de manière assez étroite ce que l'on a appelé les Mujahideen quand j'étais en poste au Pakistan. J'allais à Peshawar très régulièrement. Et donc c'était l'époque, effectivement, des combattants de la liberté. Les Mujahideen, ceux qui faisaient le djihad. Et la vallée du Panjshir est celle par laquelle les reportages de Christophe de Confilly c'est par là. Si vous voulez, la vallée contre un empire, c'est ces premiers reportages à la télévision qui ont fait connaître cette réalité. Et puis, donc je les voyais très régulièrement. Je rendais compte à Paris. Ensuite, j'ai été en poste là-bas. Je me souviens de la première à une réception. Je venais d'arriver. Il se trouve qu'à l'époque, j'avais organisé un voyage de Karzai en France parce que nous avions monté un stage à l'école de journalisme de Lille. Et on avait demandé à différentes parties de la résistance afghane de désigner 2 personnes. Et l'un de ces partis avait désigné Karzai. Et donc j'ai connu Karzai à ce moment-là, et je le retrouve en présentant mes lettres de créance en arrivant à Kaboul. Et je vois effectivement ces combattants de la liberté qui, quelques années plus tard, certains sont morts, d'autres sont... Voilà, il y a eu, si vous voulez, des années qui sont passées par là, et des années qui ont été aussi des années terribles. La guerre civile, tous ces gens ne sont plus des combattants de la liberté. Massoud est mort. Massoud est mort le 9 septembre 2011, c'est-à-dire 2 jours avant le 11 septembre. Et je suis allé dans le nord, là où, à la fin, il était juste dans le nord-ouest de l'Afghanistan. Et d'autres, aujourd'hui, ça nous impose de réfléchir aussi un petit peu sur tout cela. Toute cette lecture que nous avons eue, par moments, de gens qui ont dérivé aussi. On a ensuite parlé de seigneurs de guerre. Et je trouve que c'est une réflexion qui est importante à avoir. J'allais très souvent dans la vallée du Panjshir, qui est un lieu absolument magnifique. Donc il y a le mausolée du commandant Massoud. Et je connaissais très bien les gens du parti du Jamiat Islami. Et donc on va là-bas et on s'interroge. Aujourd'hui, c'est un lieu où naturellement les talibans se vengent. Et c'est un lieu de souffrance quelque part. Et nous, c'est un lieu où nous devons un petit peu réfléchir. C'est vrai que Massoud était une icône en France, étudiant, ancien élève du lycée Istiklal, francophone. Il avait un homme avec un charisme. Moi, je ne l'ai pas connu parce qu'il ne venait pas à Peshawar. Il restait dans la vallée du Panjshir et il restait sur le front, sur les opérations militaires. Mais les gens qui l'ont approché ont tous été frappés par cette
cette intelligence du conflit, et aussi cette façon qu'il avait de maîtriser son image, sa relation avec ses hommes. J'en ai connu beaucoup qui étaient des gens très très proches de lui et qui en parlent avec une émotion terrible. Et cette mort, nous, au Quai d'Orsay, j'étais à ce moment-là à Paris, on apprend, parce que les Afghans ont essayé de cacher pendant plus de 24 heures la mort de Massoud. Nous savons. On est là, et puis le 11 septembre va arriver comme la mort de Massoud, qui est en fait aussi due à des défaillances de son propre dispositif de sécurité, qui n'aurait jamais dû laisser ces deux journalistes tunisiens arriver jusqu'à Massoud, où ils vont arriver, ils vont rester d'ailleurs un certain temps, avant d'avoir accès à l'entretien avec Massoud, et le gars un des deux va, avec sa ceinture, la caméra a été truquée, quoi. Et donc c'est une histoire terrible qui montre aussi, voilà, un petit peu autour du terrorisme. Vous savez, c'est pour un diplomate, je parle simplement en tant que diplomate, comment prendre en compte tout cela, ce conflit totalement asymétrique, comment vivre comme un diplomate quand on est au contact de cela, comme à tout moment on peut... on se déplaçait, nous, diplomates français, on avait quand même une attitude moins... D'abord, je bougeais beaucoup, je me suis déplacé. Nous avions à ce moment-là, on se déplaçait par la route, on se déplaçait... Je me souviens, on allait dans les embouteillages, on marchait, et une fois, par la radio, on nous dit attention, il y a une Corolla blanche qui est dans Kaboul, et Corolla blanche, toutes les voitures à Kaboul sont des Corolla blanches. Il y en avait une à droite, une à gauche, puis on était au milieu. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et donc voilà, on est là une fois à Kandahar. Là, c'était un moment, j'étais en ville pour voir des lieux, etc. Et à un moment, les Afghans m'ont dit, monsieur l'ambassadeur, partez, rentrez là où vous êtes. Je logeais sur une base américaine. Et en fait, le lendemain, il y a eu un attentat suicide de quelqu'un, une cible molle. C'est-à-dire, comme si vous voulez, on avait préparé quelqu'un pour ce voyage dont on ne revient pas. Et quelque part, ils avaient visé finalement un deuxième, moi étant un deuxième couteau, un troisième. Tout ça pour dire que c'est dur de fonctionner en ayant un petit peu tout cela à l'esprit, nos victimes, les victimes, nos compatriotes, et en même temps, il faut tenir le cadre, il faut essayer voilà, d'être, pas simplement de porter le drapeau, mais d'avoir la phrase du général de Gaulle en tête et de se dire qu'il faut, voilà, il faut que le mouvement continue. Ce témoignage que vous apportez rappelle le thème du dernier livre de Pierre-Jean Rémy. Il y a un livre qui s'appelle Voyage présidentiel de Pierre-Jean Rémy qui est absolument inouï. C'est un livre où il imagine Mitterrand, en gros, qui a envie de faire tout le voyage de la croisière jaune entre Beyrouth et la Chine, mourir en Chine, être enterré en Chine. Et Pierre-Jean Rémy est malade quand il écrit ce livre. Et il passe par l'Afghanistan, bien sûr. Et je vous recommande de le lire. Ils vont aller à Hanoum, qui est cette cité grecque que les archéologues français avaient découverte. Pierre-Jean Rémy, jeune, est allé voir, et il ne reste plus rien. Plus rien. Et il y a des phrases qui sont bouleversantes de mélancolie. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est de la mélancolie. Pierre-Jean Rémy sait qu'il va mourir, il est pris
il imagine ce voyage de Mitterrand. Et alors, il y a Jack Lang. À Kaboul, il monte des trucs. Comme je suis allé au Yémen avec Jack Lang, ça m'amuse beaucoup. On est allé pour inaugurer la maison Rimbaud avec Roland Dumas et Jack Lang. Et moi, j'adore le Yémen, j'adore tout ça. Et non, mais ce livre est troublant à lire, et la place qu'occupe l'Afghanistan dans ce récit. Et donc, moi, j'ai mis tout ça. J'ai d'ailleurs le livre de Pierre Jérémie est dedans aussi, parce que je trouve que c'est ce qui nous aide, nous Français en plus, d'avoir cette... Et Pierre Jérémie, en 1965, quand Malraux finit son voyage en bateau, il dit, il paraît que c'est le général lui-même qui l'a encouragé à faire cette croisière sur un bâtiment des messageries maritimes, qui est celui. Et quand j'ai découvert ça, je me suis fait plaisir, parce que c'est moi aussi que c'est le même bateau à bord duquel était Nicolas Bouvier quand il est allé de Ceylan à Tokyo. C'est le même bateau. C'est un bateau qui s'appelle le Cambodge. Nicolas Bouvier est dépressif. Il monte à bord du Cambodge et il va travailler dans les cuisines. Il écrit des lettres à son copain Thierry Vernet, il raconte tout ça. Quand je suis tombé là-dessus, et c'est le bateau sur lequel monte Malraux, dépressif, et il dit sur ordre des médecins, parce qu'on avait peur qu'il se suicide à cette époque-là. Il y avait sur son bureau un livre de Drieux-La Rochelle, et il va partir, il va faire cette croisière, il va passer par le Caire. Au Caire, il raconte, ils descendent, ils vont aux pyramides, et il dit que ça a été l'accident absolu. C'est-à-dire, il raconte ça à Michel Droit, que vous vous souvenez, de l'ORTF, l'accident absolu. C'est-à-dire qu'il y a une telle vibration en lui, et il va remonter le fil du temps, et il va écrire les antimémoires. Et ensuite, il arrive à Singapour, son bateau, le Cambodge, était prôné, il se retrouve là en carafe, et il va y avoir la mission à Pékin, la rencontre avec Mao Tse-tung, et Pierre Jérémie, à ce moment-là, est diplomate à Kaboul. Et c'est lui qui va promener Malraux dans les rues de Pékin. Et voilà, c'est quelque chose qui, moi, je trouve que nous devons effectivement essayer de retrouver à la fois dans notre regard sur le monde, dans notre diplomatie, dans nos montagnes. Il faut qu'on retrouve un petit peu tout cela. Je crains qu'on s'éloigne un peu trop de cela, de ces grandes figures qui nous aident à mieux connaître et comprendre le monde, de le ressentir, de le vivre avec des passions, avec des émotions, parfois très douloureuses. Pierre Jérémie a beaucoup écrit. Il y a des choses qui sont aussi, on sent bien chez lui, qui sont... C'est pas... Comme Malraux a dit, comme Mao a dit à Claude Martin, la diplomatie n'est pas un dîner de gala. Ça y est, il a fait le titre de son livre. Oui, c'est dur, mais c'est beau et c'est important. Et c'est heureux de perpétuer la tradition des écrivains diplomates, comme Pierre Jérémie, vous-même. Moi, je suis un petit scribouilleur, mais il se trouve que je me suis retrouvé, j'ai eu de la chance, sincèrement, parce que cette histoire Malraux j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Et quand j'étais à la retraite, j'ai eu envie de creuser cela. Ça m'a plu, j'ai fait des recherches et j'ai produit quelque chose. Et ce quelque chose, il se trouve que Jean-Pierre Perrin est un ami, l'a présenté à un éditeur qui est bien connu par le Salon du Livre de Montagne. Paul-Éric Mondron. Paul-Éric Mondron, qui est le fondateur des éditions Navigateur, que je vois à la veille du Covid, au moment où il sort le livre de Roland et Sabrina Michaud.
Et il me dit, Régis, Cochet, écoutez, oui, mais, etc. Et il me montre qu'en fait, il faut faire probablement un découpage plus linéaire dans le cas de lecteur. Et le Covid, ça a été une machine à écriture. Et donc j'ai remis en place mon écriture, je l'ai envoyé, et je me souviens du mail de Paul-Éric à ce moment-là, me disant on va de l'avant. On va de l'avant, et ça a donné ce livre avec une photographie d'un photographe belge. Et moi j'ai poussé pour qu'il y ait ces deux timbres, parce que Malraux arrive à Kaboul en avion depuis Tachkent, Termez. Et donc on a fait ça. Et ensuite, je lui ai dit, écoutez, ces textes sont intéressants. Enfin, au début, il se tortillait un peu. Il m'a dit, d'accord, on y va. Et j'ai eu la chance de trouver cette photographie. Alors lui, au début, était là, mais il faut continuer, qu'on cherche encore. Et c'est sa graphiste qui lui a dit, mais Paul-Éric, écoute, la théière rouge, mais c'est formidable. Et cet Afghan a une allure, c'est un Turkmène. Et je connais bien le photographe. J'ai voulu, c'est lui qui m'a accompagné dans mon travail. Et ça, c'est donc Paul-Éric et un journaliste franco-suisse qui est Richard Verly, que vous voyez souvent sur Arte, qui est le directeur de cette collection. Ils m'ont demandé de faire ça. Et pendant tout ça, est arrivé un jour, comme si vous voulez, aujourd'hui, vous, madame, vous arrivez à la fin de la conférence, vous venez me voir en me disant, mais vous savez, il y a un chalet qui a appartenu à la famille il y a longtemps, mais qui a été ensuite plus ou moins abandonné, dans lequel on a trouvé par terre des papiers. Et il y a des papiers sur l'Afghanistan. Et d'ailleurs, ces papiers parlent de Malraux aussi. Je me dis, oh là là, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va foutre en l'air toute mon histoire? Et donc, on continue à parler, etc. On sympathise, et la famille me confie ce tapuscrit. Il y en a deux, l'Afghanistan et le Yémen. L'Afghanistan, écrit par l'un des premiers archéologues français en Afghanistan, qui est un personnage avec une personnalité assez folle, qui s'appelle Jules Barthou. Et donc la famille m'a donné ça. Et moi, c'était l'été dernier, j'ai bien évidemment pas touché à ce texte, mais je l'ai introduit, je l'ai documenté, et il va paraître au printemps chez Nevicata. Et donc là, je rentre, et je m'a demandé de découper en chapitres ce que je vais faire là avant la fin de cet été. On va l'illustrer. J'ai été aux archives du Quai d'Orsay. Voilà. Et donc, l'histoire continue. L'histoire continue, mais à côté de l'histoire, il y a aussi la géographie. Et il y a en Afghanistan, on voit des vallées qui se croisent avec une tradition de commerce, qui est le commerce des caravaniers, et une habitude, une tradition qui est la culture du pavot, ce qui est peut-être le nerf de la guerre. Donc, peut-être un mot avant de donner la parole à Hassan. Oui, alors bon, écoutez, apparemment, c'est ça qui est absolument fou, apparemment, les talibans auraient réduit, mais c'est pas eux qui le disent, hein, c'est les Nations Unies, seraient parvenus à réduire de façon drastique la culture du pavot en Afghanistan. On va voir. Mais il est vrai que c'est effectivement l'un des malheurs de ce pays. Karzai disait, nous, on ne gagne que 5%, mais 95% de la mauvaise réputation. Puisqu'effectivement, en fait, à partir de la culture du pavot, vous avez tout le reste qui se passe en dehors de l'Afghanistan, jusqu'à la consommation. Sauf que, aujourd'hui,
il y a eu une réalité de la consommation en Afghanistan, comme d'ailleurs en Iran. Et donc, il y a aussi, voilà. Alors, oui, bien sûr, c'est l'un des problèmes. Ce qu'il faut avoir à l'esprit aussi dans la situation d'aujourd'hui, c'est que c'est un pays d'une très grande vulnérabilité au changement climatique. Nous, on pense que c'est, voilà, il y a des glaciers, il y a la haute montagne. Pas du tout. C'est un pays d'une extrême vulnérabilité. Et donc, ce que l'on observe aujourd'hui, vous savez, il y a un dicton afghan, Kaboul peut vivre sans or, mais pas sans neige. Depuis quelques années, Kaboul, la neige très peu tombée. Vous avez eu donc des sécheresses, des inondations terribles. La dernière page de la revue, c'est sur des photos d'inondations. Et aujourd'hui, on a effectivement, c'est vrai du Pakistan, c'est vrai de toutes ces régions-là, on a une très grande inquiétude des conséquences du changement climatique. Kaboul est une des capitales au monde les plus exposées au déficit hydrique. Comment faire vivre une ville où vous n'avez pas d'eau pour boire? On creuse aujourd'hui à des profondeurs extrêmement importantes, et donc on est là devant une réalité. Naturellement, les talibans sont incapables de gérer une problématique aussi délicate, aussi difficile, et qui aujourd'hui entraîne des déplacements de population. Vous avez à la fois l'Iran et le Pakistan qui expulsent les Afghans en les renvoyant en Afghanistan, et vous avez en Afghanistan des déplacés qui s'agglutinent autour des villes, Herat notamment et autres, parce qu'ils ne peuvent plus rester dans leur village. Et donc, on a cette réalité-là qui aujourd'hui est très très délicate, et cette vulnérabilité au changement climatique est une donnée importante pour les 10 années qui viennent. Hier, j'étais dans la salle, vous avez évoqué les glaciers. Il y a une date qui a été, par Sylvain, une personne qui était là, qui a cité la date de 2003. 2003 comme une date à partir du moment où on voit les glaciers, si je puis dire, fondre. Enfin, 2003, c'est le discours de Dominique de Villepin au Conseil de sécurité. Moi, hier, je me suis dit, parce que vous savez que c'est une date clé, en fait. Et, bon, moi, c'est un petit peu... C'est pas pour jouer avec les dates, mais c'est quand même essayer de réfléchir à ces articulations qui peuvent être extrêmement profondes, au-delà d'une affaire purement géopolitique. Et hier, j'avoue que quand j'ai entendu ça, ça m'a fait quelque chose, quoi. De voir que cette articulation qu'il peut y avoir avec les glaciers, pas très loin d'ici, et puis en Orient, une date qui est un bouleversement considérable. Voilà. L'Afghanistan, quand j'ai évoqué la guerre des autres, c'est que c'est le pays qui absorbe toutes ces vibrations, toutes ces mauvaises vibrations, avec des gens qui vont être parfois utilisés. Vous aurez eu pendant la guerre en Syrie des Afghans il y aura eu une brigade afghane, parce qu'en fait ce sont des réfugiés en Iran, et les Iraniens leur ont dit, voilà, tu vas les battre, comme ça on va donner des permis de séjour à ta famille. Et donc vous avez en fait toute cette réalité aussi, et aujourd'hui il faut être très attentif à ce qui se passe dans cette région du monde, Bangladesh, Ouzbékistan, Kazakhstan, les Ouïghours. Les Ouïghours, moi je me souviens, en 1986, j'ai traversé la passe de Punjab qui venait de s'ouvrir aux étrangers pour aller du Pakistan au Xinjiang. J'ai vu Kashgar, comme aujourd'hui, Kashgar n'existe plus. Voilà, tout ça, je pense que c'est important. C'est important. Est-ce que vous avez des questions à poser à notre invité? S'il n'y a pas... Oui, une question? Oui, je voudrais
en dehors des considérations géopolitiques, je voudrais mettre l'accent sur la partie émergée de l'iceberg, qui est la migration d'Afghans, de jeunes Afghans qui viennent en France, de partie d'une association qui s'appelle Arc Réfugiés. Et nous essayons d'alphabétiser, de donner des cours de français et autres à ces jeunes qui sont dans un centre d'aide aux demandeurs d'asile à Marnard et qui pourrissent dans ces centres. C'est pas seulement en Haute-Savoie, c'est partout en France. Et que pensez-vous des risques de contagion, de migration, de difficultés que nous allons avoir à les intégrer? C'est des gens qui ne parlent pas du tout le français quand ils arrivent. Leur culture est complètement, évidemment, différente de la nôtre. Et on a bien du mal à les aider. Je voulais avoir un avis. Comment accueillir les jeunes réfugiés et comment faciliter leur intégration? Écoutez, merci beaucoup, monsieur. Je pense que c'est très important. On ne peut pas aujourd'hui parler de l'Afghanistan uniquement de la beauté de ces montagnes sans évoquer cette dimension-là, qui est celle de l'exil, si vous voulez, et de cette jeunesse, pas forcément que des jeunes, des femmes aussi, et des gens qui fuient, qui émigrent. Alors vous avez des populations de différentes régions d'Afghanistan. Vous avez des Pashtuns, c'est probablement ceux auxquels vous faites référence, qui viennent de villages qui sont proches du Pakistan. Ce sont des ruraux, très bruts de décoffrage, enfin. Et vous avez d'autres régions, des gens dont des familles ont été ou bien qui se sentent menacés, ou bien qui aspirent à une vie meilleure. Je crois qu'il ne faut pas non plus se cacher derrière notre petit doigt. Il y a bien sûr un aspect de migration derrière ces personnes qui demandent l'asile en France. Alors, il y a, moi, encore une fois, quand on me le demande, je vais, pour essayer d'expliquer à nos concitoyens un petit peu d'où ils viennent, pourquoi, comment, etc. Ce que j'ai vu également à la Cour des droits d'asile et ce que font aujourd'hui nos compatriotes dans des associations pour l'enseignement de la langue française, pour l'accueil, pour l'insertion, pour tout un ensemble de choses. J'ai présidé le comité Solidarité Migrants à la Fondation de France, où nous avons des programmes autour de tout ça. Je suis parfaitement conscient des difficultés qu'il y a, des risques également, puisque vous avez vu qu'il y a eu des choses très graves qui se sont passées, mettant en cause des Afghans. Même si je crois que la population afghane, les jeunes Afghans, sont des gens, ce qui est important, c'est qu'ils ne soient pas seuls, qu'ils soient en quelque sorte accompagnés, que des grands frères aussi soient là pour un petit peu veiller. Voilà, mais ils sont, c'est dur, le parcours d'exil a souvent été très, très long, très difficile, très douloureux, entre l'Afghanistan, avec des passages très violents, dans un certain nombre de cas. Donc il y a aussi cette reconstitution, en quelque sorte, presque physique. Et puis l'espoir qu'il faut mettre, parce que ce que je vois en Normandie, là, très vite, quand ils le peuvent, ils accèdent à l'emploi, ils ont envie de travailler, ils travaillent sur toute une série Voilà, donc je pense qu'il faut essayer. Et les jeunes dans nos écoles, ceux qui ont la chance d'être dans un encadrement avec leur famille, on voit une sorte d'aspiration par l'éducation, qui est assez extraordinaire. Et là, vous savez, sur les sports de combat, puisqu'il y a on voit, vous avez vu qu'il y a des Afghans même qui étaient dans les Olympiques sur des programmes qui sont liés justement à ces sports de combat, à l'action, aux sports de Robin, etc.
Donc je crois qu'il faut... Mais c'est difficile. Le nombre augmentant, il peut aussi y avoir des risques de communautarisation, qui est un souci quelque part, qui n'a pas été le cas dans le passé, mais qui aujourd'hui devient une réalité. Parce que derrière les talibans, vous avez en fait une sorte d'ethnicisme, c'est Pashtun. Aujourd'hui, on est dans un monde où le suprémacisme est malheureusement devenu une donnée de la vie internationale. Et ça n'échappe pas à tous ces... Je crois qu'il faut... Moi, ce que j'ai essayé de promouvoir, mais je n'ai pas réussi jusqu'à présent, j'aurais voulu qu'on ait une sorte de cadre informel où, entre les pouvoirs publics, les associations, le monde de la culture et des arts, qui est très actif aussi, on puisse avoir une fois par mois un cadre de réflexion pour échanger et pour effectivement pouvoir... voilà, c'est quelque chose sur lequel moi j'essaie d'œuvrer. S'il n'y a pas d'autres questions, on pourrait sincèrement remercier Régis Cochet d'être venu parmi nous. On pourrait... On pourrait rappeler les lectures qu'il nous a proposées, celles d'André Velter, d'André Malraux, bien sûr, d'Olivier Weber aussi, de Pierre-Jean Rémy, et rappeler ses ouvrages, Afghanistan en partage, Afghanistan des cerfs-volants dans la nuit, à Kaboul, mon père, à Kaboul, rêve et mon père, tout cela édité aux éditions Nevicata. Et puis je voudrais vraiment le remercier de nous avoir ouvert sur un pays dont Atiq Rami disait qu'il était ce royaume du bleu et du silence, ce pays de tous les contraires, opposant à la fois le temps immobile et celui qui file, le pays où l'ambivalence d'un peuple aurait pu trouver davantage de soutien dans les statuts, aurait pu trouver dans les statuts les chemins de son identité, alors qu'il sombre aujourd'hui dans un climat de terreur et de violence domestique. Voilà, merci beaucoup Régis, et vraiment je vous recommande d'aller le retrouver à son stand, parce que vraiment ces livres sont très importants. Et si vous voulez, je peux vous donner aussi ce texte qui était voilà, une sorte d'entraînement, d'échauffement que j'ai écrit pour vous. Et que je vous donne. Merci à vous.